En direct du plateau du Tourisme Digital Day, événement proposé par la Caisse d'épargne Bretagne Pays de la Loire, nous allons passer au troisième format de la journée. Nicolas de Dianous, directeur associé de l'agence de communication Willac Travel, va nous présenter un focus sur les opportunités et tendances 2020 des réseaux sociaux. Willac Travel, c'est une agence de communication spécialisée dans les médias sociaux pour les acteurs du voyage et du tourisme. Fort de l'expertise client de Willac Travel, il propose des baromètres tous les mois sur les classements social médias et des études de tendance qu'il présente sous forme de catalogue. Donc Nicolas de Dianous nous présente tout de suite les opportunités et tendances 2020 des réseaux sociaux. Nicolas de Dianous, directeur associé de Willac Travel, vous allez donc nous parler des tendances et des opportunités 2020 sur les réseaux sociaux. Quelles sont-elles? La parole est à toi. Merci, bonjour. Heureux de ne pas être masqué, c'est agréable. Merci pour l'invitation. On va parler donc de social media, tourisme, comme l'année dernière. C'est bien qu'on puisse poursuivre ce format cette année. Quand on parle de réseaux sociaux, que ce soit dans le tourisme ou ailleurs, on a toujours envie de savoir dans quelle proportion. Alors on va d'abord parler de grands chiffres. Issus de nos études, comme tu disais tout à l'heure, on publie chaque année, plusieurs fois par an même, des grandes études sur les tendances, mais aussi sur les chiffres qui ne sont pas toujours faciles d'avoir, sur les audiences, les priorités, les formats et surtout les clients. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, le client est passé au cœur de l'écosystème commercial et de l'écosystème des marques. Et donc, que ce soit les marques touristiques comme les autres, on doit réfléchir client, penser client. Et voilà les grands chiffres aujourd'hui qu'on a récoltés, qu'on a consolidés, qu'on a aussi été chercher assez loin, et qui placent dans l'écosystème mondial le positionnement, en fait, la taille des médias sociaux, et donc forcément leur impact, leur poids dans les stratégies de communication des marques aujourd'hui. Pour le tourisme, c'est hyper important parce que ce qui se dégage, notamment en France, de cet écosystème, c'est à la fois des mastodontes, des poids lourds. Alors l'écosystème Facebook qui est hyper puissant, qu'il a toujours été depuis déjà 7-8 ans, mais qu'il est d'autant plus aujourd'hui avec un duo Facebook, Instagram, voire un trio avec Messenger, voire un quatuor avec WhatsApp, qui pèse très lourd dans la communication touristique aujourd'hui, dans l'attractivité des territoires. Évidemment, vous le voyez, il y a des poids lourds en parallèle que sont les YouTube, que sont également les réseaux sociaux un peu plus exotiques comme WeChat en Chine ou d'autres. Mais aujourd'hui, on a deux piliers de la communication touristique que sont Facebook et Instagram. On va voir après comment, pourquoi. On a aussi des réseaux sociaux un peu plus récents comme TikTok. Snapchat, on ne le présente plus, mais quand même, sa croissance est aussi extrêmement forte. Et vous le voyez là sur le panel mondial, il y a du mouvement dans l'écosystème des réseaux sociaux. C'est important à prendre en compte quand on se lance, mais aussi quand on avance et quand on progresse. Donc c'est quelque chose qu'il faut bien appréhender, et notamment aussi sur la France. Là, donc, on parle de milliards d'utilisateurs, 3,8 milliards d'utilisateurs des réseaux sociaux dans le monde chaque mois. Mais en France, on est vraiment sur des proportions considérables également, avec 36 millions d'utilisateurs de Facebook uniques mensuels, Facebook et Messenger, mais aussi 17-18 millions d'utilisateurs mensuels d'Instagram, par exemple. Donc c'est considérable, et on le voit dans ces chiffres. C'est plus marqué encore plus du côté du tourisme que Facebook et Instagram sont vraiment des médias prioritaires aujourd'hui quand on doit faire le choix. Alors pourquoi on doit faire le choix? Tout simplement parce qu'il y en a beaucoup, comme vous le voyez, et que c'est compliqué aujourd'hui pour certaines destinations, pour certaines marques touristiques, d'être sur Twitter, d'être sur Snapchat, de parler à tous les publics. Donc on pose sa stratégie. Il y a des opportunités, on va en parler juste après, sur Pinterest qui est en pleine santé, sur TikTok et Snapchat évidemment pour les jeunes, sur la conversation avec WhatsApp, Messenger, qui sont évidemment des points d'entrée immenses pour les marques sur le conversationnel et sur la relation client. Mais en France aussi, on est sur
cette espèce de duopole, de double domination, entre guillemets, de double audience très forte de Facebook et d'Instagram. Alors, il y a d'autres données qui sont à prendre en compte aussi. On est à plus de 2h15, donc ça c'est des chiffres, un peu moins de 2h15, pardon, des chiffres de médiamétrie sur Internet par jour. Là, c'est tous les Français, y compris les retraités, les bébés, etc. Et on dépasse les 5 heures quand on est sur uniquement les internautes. Donc 1h24 sur mobile, c'est beaucoup plus quand on est sur certaines tranches de population. Et puis on a un pic qui a été mesuré autour de 21h, 21h10 sur l'ensemble des utilisateurs des réseaux sociaux, c'est l'heure de pointe. Donc quand on fait des publications pour être visible sur nos pages et nos comptes auprès des internautes, il faut tenir compte aussi de certaines heures de présence. Je précise que l'heure d'ailleurs est un peu plus tardive encore pour les plus jeunes. Donc les jeunes générations, c'est même plutôt 21h20, 21h30. Il y a des grandes disparités aujourd'hui. À l'époque, quand on se lançait sur les réseaux sociaux, il y a une dizaine d'années, quand on a créé We Like Travel, c'était simple en fait. Il y avait un seul usage des réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y en a des dizaines, puisqu'il y a des tranches d'âge qui ne sont pas représentées du tout de la même manière. En 10 ans, les réseaux sociaux ont vieilli, comme vous pouvez voir ici les chiffres de Facebook, qui a beaucoup vieilli. Et Facebook, aujourd'hui, n'est plus le réseau social des jeunes, ce qu'il était à l'époque. Un coup de vieux, là. Exactement. Des 11-24 ans, qui étaient, il y a 10 ans, 41% de Facebook, aujourd'hui, ils ne sont plus que 16%. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus présents. Ça veut dire que, statistiquement, déjà, la tranche des 50 ans et plus a énormément augmenté. Donc, alors, je pense que sur les 11-15 ans, il n'y en a plus trop qui sont sur Facebook. Néanmoins, ça commence à cet âge-là, vers 15 ans. Mais il y a encore des usages de Facebook et de Messenger pour les plus jeunes. Néanmoins, ça a beaucoup vieilli. Et où est-ce qu'on trouve, où sont passés ces jeunes, ces très jeunes ils ont bifurqué sur Instagram, ils ont bifurqué sur Snapchat, sur TikTok. Néanmoins, la quantité d'audience, le nombre d'utilisateurs de ces réseaux permet aujourd'hui de bien comprendre cet écosystème et de voir que ce ne sont que des vases communicants. Mais ça complexifie beaucoup les stratégies, notamment dans le tourisme, où on a des clientèles qui sont très souvent des familles ou des gens qui ont un petit peu de sous pour s'acheter des vacances. Mais le renouvellement des clientèles qui repose sur les jeunes générations, c'est notamment le cas de la montagne, qui commence à souffrir aujourd'hui de l'attractivité de la montagne et qui est obligé de lancer, un peu poussé par le besoin, des campagnes spécifiques auprès des très jeunes pour renouveler la clientèle qui est en érosion. Donc c'est important aussi de comprendre les âges, et puis on ne parle pas de la même manière, on ne s'adresse pas de la même manière évidemment sur Facebook. Donc là, c'est les codes de communication, les codes narratifs, les codes de contenu, les stratégies de contenu qu'on doit vraiment adapter en fonction des réseaux. Alors, quand on connaît bien ou mal les réseaux sociaux, c'est bien de lire, je ne sais pas si vous arrivez à lire sur vos écrans, mais néanmoins, on vous les partagera. Sur les communautés, quand on anime des communautés, et même quand on ne les connaît pas très bien, il y a des personas. Des personas, c'est quoi? C'est une caricature un peu de l'utilisateur moyen. Et cet utilisateur moyen, il est totalement versatile. C'est un caméléon, il y en a au moins 6 là, pardon. Donc il y a l'absent, qui fait partie des gens qu'on ne touche plus, qu'on ne voit plus, et qui s'est abonné à notre page ou à notre compte une fois et puis qui n'est plus là. Et puis après, on évolue vers le spectateur, le micro-interacteur, le commentateur et jusqu'à l'ambassadeur. Qu'est-ce que ça veut dire en fait en résumé? C'est tout simplement qu'il y a des utilisateurs qui sont très passifs. Souvent, facilement 90% des communautés qui sont très passifs, ils font parfois des likes, parfois des micro-interactions. Et c'est très compliqué d'aller chercher les commentateurs, ceux qui sont les vrais ambassadeurs pour sa marque. Donc il ne faut pas s'étonner en fait, quand on a des taux d'engagement qui sont assez faibles en termes de taux, mais néanmoins c'est très embêtant quand on n'a pas d'interaction sur ces publications. Ça veut dire qu'on n'est pas intéressant, ça veut dire qu'on a un problème de séduction, de contenu, d'engagement. Donc c'est aussi notre métier, mais c'est le rôle de tout community manager ou de tout stratège digital aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ces communautés voient les publications, et ça veut dire parfois segmenter un peu le message pour parler à chacune de ces cibles, qu'elles soient très actives, très impliquées, notamment sur les cibles locales. Je pense au voyage à Nantes pour les Nantais, évidemment on va s'engager, nous, Nantais, beaucoup plus que quelqu'un qui ne connaît pas l'événement. Et aussi des cibles, s'adapter à des cibles thématiques. Les familles, les très jeunes, je reprends l'exemple de la montagne, mais il y en a d'autres. Sur la montagne, les adrénalines, les gens qui adorent le ski, la GoPro, même le Red Bull, vont pas
apprécier les mêmes publications. Ils vont d'ailleurs aller même sur des réseaux sociaux un peu différents, comme YouTube. Ils ne vont pas apprécier les mêmes publications que des utilisateurs qui sont un peu plus âgés, un peu plus posés, qui ont envie de voir des contenus un peu plus lents, des choses plus contemplatives. Et on va voir que les choses contemplatives, ça commence aussi à arriver auprès des jeunes, parce qu'on est en pleine crise, et qu'il y a un retour à des valeurs de terroir, des valeurs sûres. Alors, on a sondé les équipes digitales des destinations touristiques. On a fait chaque année des grands sondages où il y a plus d'une centaine de personnes, d'équipes sondées. Et on voit bien que la priorité reste Facebook et Instagram pour les organisations touristiques. Donc les professionnels du tourisme ont bien compris, ça c'est un message qui est bien passé, qu'il y a deux grands piliers. Ça ne veut pas dire qu'il faut ignorer les autres, mais qu'il faut bien travailler sa performance sur ces deux réseaux. Donc ça veut dire la taille des communautés, ça veut dire l'engagement, la stratégie des contenus, voilà, faire des vidéos, produire des contenus adaptés, des stories, etc. Mais là, l'une des nouveautés cette année, c'est qu'on assiste à une forte croissance sur la publicité, les social ads, comme on dit, les publicités sur Facebook, les publicités sur Instagram, sur Twitter, etc. Les destinations, les professionnels du tourisme s'y mettent vraiment, avec aussi l'arrivée de LinkedIn, qui favorise, pas que pour le recrutement, mais aussi un peu, mais qui favorise la communication B2B. Les réseaux sociaux, ce n'est pas que le grand public, c'est aussi une communication auprès des professionnels. Et on voit bien, notamment dans le contexte de crise dans lequel on est, que les professionnels ont énormément besoin de soutien et que des acteurs territoriaux, un acteur là comme la Caisse d'épargne qui fait cet événement, sont attendus en fait. Et les professionnels ont besoin de soutien et des réseaux sociaux comme LinkedIn permettent justement de communiquer autour des bonnes pratiques, de communiquer autour des bons chiffres. J'avais une question rapide. Oui. Est-ce que vous croisez aussi avec la prescription, enfin les personnes qui sont prescriptrices dans le tourisme ou dans le voyage? Est-ce que c'est toujours, on avait un chiffre qui date un petit peu peut-être, mais en tout cas que c'était la femme plutôt dans la famille qui faisait l'achat des voyages, etc. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce que du coup les destinations vont vers aussi ces profils pour communiquer en tout cas? Alors, moi, j'ai jamais lu d'études, ou du moins très anciennes, sur la prescription de la femme. Je pense que ça bouge pas mal, mais effectivement, traditionnellement, de toute façon, on constate que sur les pages tourisme, il y a une surreprésentation des femmes. Plus de 60% des utilisateurs, donc des fans, des abonnés, sont des femmes. Donc dans le tourisme, il y a effectivement cette surreprésentation. Sur d'autres thématiques, il y a plus d'hommes. En tout cas, il y a une équité sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas plus de femmes ou d'hommes sur les réseaux sociaux, il y a une équité. En revanche, sur le tourisme, effectivement, il y a plus de femmes. Maintenant, les leviers d'influence sont un petit peu plus complexes. On va effectivement chercher à toucher les têtes de pont, entre guillemets, les personnes qui sont capables de faire des recommandations. Le moyen le plus simple, le plus connu et celui qu'on utilise le plus, c'est l'influence, le marketing d'influence. Donc, c'est d'aller chercher et chez des grands influenceurs, donc des blogueurs, des youtubeurs, des producteurs de contenu, des gens qui ont parfois des centaines de milliers d'abonnés, des groupes qui ont des milliers de gens qui les suivent, mais aussi chez les nano-influenceurs, des gens qui ont 500 abonnés, 5000, même souvent moins de 5000 abonnés. Donc ça peut être toi et moi, on peut être contacté par une marque en disant voilà, vous n'êtes pas très connu, mais nous ça nous intéresse, parce qu'aujourd'hui vous avez une petite audience et vous êtes à votre niveau des gens qui ont un potentiel d'influence. Donc on n'a pas grand-chose à vous donner, mais on peut partir sur des programmes de fidélisation, sur des réductions, et de plus en plus ce type de programme intéresse beaucoup. Pourquoi ? Parce que la nano-influence, donc les petits profils que nous sommes sur les réseaux sociaux, enfin je parle pour moi en tout cas, ont beaucoup plus d'engagement. Beaucoup plus d'audience touchée et une proximité avec l'audience beaucoup plus forte. Quand on prend une star de YouTube, ce qu'on appelle presque le VIP marketing, on sait bien qu'il voilà, y a une érosion de l'audience, il y a beaucoup de partenariats, beaucoup de marques derrière ces stars-là. Donc on a les marques qui, petit à petit, s'orientent plus vers la micro et la nano-influence. Voilà. Et effectivement, c'est une bonne question, parce que dans les ciblages publicitaires qu'on va voir dans quelques instants, on va chercher pas forcément des gens en capacité déjà de recommander, mais déjà des gens qui sont en capacité de consommer. Et c'est déjà beaucoup. Si on arrive à segmenter la production de contenu parfaitement pour avoir un message qui nous touche
qui nous émeut, qui tout simplement nous fait nous projeter immédiatement dans l'expérience touristique qu'on cherche à promouvoir, c'est génial. Donc c'est déjà ça qu'on essaie de résoudre comme défi, c'est qu'il n'y ait pas un monolithe avec la vidéo de promotion au format horizontal des années 2010 et qu'on fasse du format vertical avec une segmentation thématique pour tel type de clientèle pardon, et qu'on soit vraiment dans un message qui soit ultra personnalisé et géolocalisé et thématisé. Donc c'est une très bonne question. Juste, tu parlais de nos études. Voilà un aperçu de ce qu'on peut sortir comme données et d'exemples de classements qui seront mis à jour dans un mois. Donc je préfère le citer, même pas dans 3 semaines. On va sortir le classement 2020 des offices de tourisme français. Mais aujourd'hui, sur les réseaux sociaux en France, si vous cherchez de l'inspiration, suivez ceux-là, par exemple, parmi d'autres. Il y a des CDT, il y a des CRT, mais ceux-là, par exemple, ont une stratégie social media assez performante, voire très performante. Notamment la montagne, qui est extrêmement bien dotée en moyens, en équipe, pour produire des contenus en interne et avoir une stratégie tourisme et social media très performante. Donc ce ne sont que des idées, mais n'hésitez pas à aller suivre les pages Facebook, les comptes Instagram et autres réseaux sociaux de ces marques-là. C'est assez important. On verra dans 3 semaines qui sont les gagnants. Alors quand on a sondé les équipes justement sur le bilan de l'année scolaire, on va dire, 2019-2020, est-ce qu'il faut toujours aller sur Facebook? Comment ça se passe? Il y a eu beaucoup de mythes ces dernières années de Facebook marche plus, Facebook il y a l'algorithme, Facebook j'ai plus d'audience, etc. Les équipes digitales montrent le contraire. Les sondages montrent le contraire, nous les chiffres montrent le contraire, mais même le ressenti aujourd'hui des équipes et des professionnels qui s'occupent des réseaux sociaux indique que dans le cadre de la prise en charge globale de l'analyse globale de leur performance Facebook avec de la publicité, les résultats sont excellents. Il n'y en a que 1,5% qui disent que c'est en baisse. Et même sans publicité, on est à 77% de 87 pardon, de gens qui évoquent que c'est en baisse, mais 13%, pardon, et donc 87% qui indiquent que c'est stable ou en hausse. Donc on n'a pas trop de problèmes avec Facebook, et Facebook, compte tenu de son audience, j'ai mis comme titre Facebook toujours, la réponse est oui. Facebook reste un mastodonte des réseaux sociaux, il reste le réseau social numéro 1, tout public, et la porte d'entrée principale en prise de contact pour quelqu'un qui aurait besoin d'une information, d'une question, et qui utilise Facebook, c'est-à-dire Messenger, mais parfois même d'autres canaux comme WhatsApp, pour interroger les marques touristiques. On a constaté aussi, c'est tout frais, d'où le design, mais on a constaté aussi qu'il y a une hausse des budgets publicitaires. Ça aussi, c'est un signal important, c'est que les professionnels ont compris qu'en mettant la publicité sur les réseaux sociaux, je vais vous montrer des exemples après, on a des très bonnes retombées. Donc là, très nettement, sur les enveloppes de 300 € jusqu'à même parfois plus de 1 000 € par mois, il y a une forte croissance. Et il y a de moins en moins de destinations ou de professionnels du tourisme qui n'ont pas de budget publicitaire du tout, qui ne sponsorisent aucune publication, qui ne font pas de trafic vers leur site, voire qui ne font pas de promotion d'offres. Donc ça, c'est un bon signal. Est-ce que c'est directement lié justement à la période du Covid, où on a eu une augmentation en fait, de la fréquentation des réseaux sociaux? Alors, le Covid a tout coupé. Et du coup, les destinations ont par là même communiqué puisque les personnes étaient présentes sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est un peu l'effet qui s'est passé? Il y a 2 questions en une. C'est le sujet Covid. J'avais une slide juste après, mais il y a 2 sujets en un. Il y a quelle a été la consommation des réseaux sociaux pendant le Covid? Une explosion totale. Donc même les serveurs de Facebook, ils ont eu du mal à les tenir. On a doublé la conversation sur WhatsApp. Enfin, c'était des usages faramineux. Donc on s'est même inquiété sur les réseaux et les nœuds de réseaux Internet mondiaux pour être sûr que ça allait tenir. Donc il y a eu des inquiétudes comme ça. Tellement on s'est rués tous, confinés, sur les réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux ont fait le plein. Rien que Pinterest est passé de 300 millions d'utilisateurs à 416 millions en l'espace d'un trimestre. C'est considérable. En revanche, et c'était ce qu'il fallait faire, les acteurs du tourisme ont arrêté de communiquer, légèrement, au moins en publicité. Donc la sobriété a quand même été de mise. Il y a eu la stupeur,
Pendant quelques jours, plus personne n'a communiqué. Il y a eu un trou, vraiment. On voit bien les courbes, il n'y a plus de posts pendant plusieurs jours. Mais rapidement, la solidarité s'est organisée. Certains ont continué de se taire. Je pense notamment au secteur de la montagne, les stations de ski, etc., qui étaient de toute façon fermées, donc qui ont pris un coup sur la tête et qui n'ont pas pu communiquer facilement et reprendre leur rythme. Mais très rapidement, même dans la région, il y a eu tout de suite une reprise de parole pour aider les gens confinés, pour les accompagner, pour les faire rêver aussi. Nous, on a tous été heureux de voir aussi un peu de dose d'inspiration pendant le confinement. Donc c'est dans la revue des tendances, et j'en parle donc tout de suite. Le Covid a amené une évolution éditoriale des prises de parole. Ça s'est vu du coup, comme je le disais, la montagne a été la plus touchée de tous les secteurs touristiques, même si c'est loin de chez nous, ça pèse dans l'industrie touristique française, et a été fortement impactée. Mais la montagne, habituée à se renouveler extrêmement rapidement, a repris les rênes de ces réseaux sociaux et s'est rattrapée et ont été les premiers à incarner dans leurs publications une forte tendance autour de la renaissance, autour de la contemplation et d'un retour à la simplicité. Et ça, ce sont des valeurs qui n'ont pas du tout disparu depuis le début de la crise. Encore aujourd'hui, on communique avec une forme de sobriété, de simplicité, de douceur et aussi du son retrouvé. Donc il y a un grand retour vers le son, vers la contemplation sonore aussi. L'explosion des podcasts n'en est pas pour rien. Et là, depuis ces derniers mois, le podcast cartonne. Donc ça, c'est un premier élément de tendance lourd et profond sur cet élément de contemplation qui continue à perdurer, y compris parce que certaines destinations sont encore fermées, notamment à l'étranger. Donc on est obligé de rêver, quoi. Et rêver, ça veut dire qu'un ton enjoué, youpi, tralala, c'est pas possible. On est obligé de faire preuve d'une forme de sobriété. L'engagement reste un indicateur fondamental et reste un objectif fondamental. Alors il ne faut pas aller trop loin non plus. Donc là, entre ces deux publications, moi je préfère celle du Morbihan, par exemple, qui est un petit peu plus créative. Néanmoins, ce sont des mécaniques qui marchent. On voit bien les niveaux d'interaction là en dessous. On est sur des milliers d'interactions sur ces publications-là, sponsorisées ou pas. Là, effectivement, celles-ci ont été sponsorisées, mais parfois c'est des petites sommes qui suffisent à faire décoller des posts. Là, on voit bien qu'on est sur des stratégies de contenu esthétiques. C'est des posts qui sont jolis, qui sont agréables à regarder, mais qui sont aussi participatifs. Donc là, il y a un travail, et on va dire que la recherche d'engagement, ce n'est pas de dire « et vous ?» ou ce n'est pas juste de poser des questions. Ça, ce n'est pas la recherche d'engagement. Ça se traduit aujourd'hui de manière un peu différente qu'avant, avec un effort très important sur la création et sur la couche créative qu'on ajoute aujourd'hui aux publications, qui n'existait pas avant. Donc là, le petit sentier qu'il y a entre les différents sites du Morbihan, c'est une création, parce que là, c'est un modèle de 4 photos qu'on a mis ensemble. Il faut bien le penser à l'avance pour que ça se passe bien. On est à fond sur une grosse tendance des stories et du storytelling. Ça, ce n'est pas nouveau. Néanmoins, le storytelling incarné, on en parlait là tout à l'heure, c'est très important. De plus en plus, il y a besoin d'incarnation. Tu parlais de la recommandation. Voilà comment la recommandation s'exprime. C'est prendre la parole à la première personne, comme le fait là Jessica, mais aussi produire des contenus qui vont immerger l'utilisateur, qui vont le mettre dans une immersion ou dans une forme de communication bien différente de ce qu'on avait pu voir. Et là, on est sur un phénomène de désolonisation de la marque. Donc la marque a toujours été très solennelle, surtout dans les organismes un peu institutionnels. Et là, arrêter un peu cette solennité, apporter des éléments, des codes narratifs beaucoup plus simplifiés, drôles aussi, fun, doux, qui font appel à différents sens aussi. On a parfois l'impression d'avoir le goût du plat qu'on voit en photo, tellement c'est bien pris, tellement c'est bien amené, tellement c'est bien raconté aussi. L'écrit a une forte importance dans ce que vous voyez à l'écran. Donc ce n'est pas parce que c'est des stories, une espèce de format qui se slide et qui disparaissent assez vite, que l'écrit n'a pas son importance. Et on voit aussi les formes participatives que peuvent prendre les stickers à droite, avec là ce post de Bruno Maltor, qui a fait participer sa communauté pendant le confinement pour
pour tout simplement exister aussi. Et les aider à passer cette période qui était pas drôle. On en parlait tout à l'heure avec justement l'expérience du BLM, justement de ces vidéos un peu plus amateurs. Ouais. Est-ce qu'on revient vers ça aussi, ou des choses qui soient un peu plus simples sur les supports? Complètement, c'est exactement ce qu'il y a dans cette slide. Les créateurs Instagram sont au cœur de l'attention. Ça veut dire que de plus en plus, alors les photos que vous voyez sont jolies, mais de plus en plus, on est à la recherche de contenu beaucoup plus simple. On est à la recherche de contenu beaucoup plus vrai, et l'authenticité, le mot que je n'ai pas marqué à la slide précédente, mais qui est essentiel, l'authenticité est vraiment foncièrement présente dans les publications que vous voyez, qui sont issues des communautés Instagram, où on veut que ce soit le vrai touriste, le vrai vacancier, ou le local, l'habitant reprend une place très très forte dans les politiques touristiques et d'attractivité, prenne une place importante, et avec ce levier aussi du marketing d'influence, le troisième poste, où après un voyage, l'influenceur peut devenir ambassadeur, et il l'est même souvent de facto, de la destination et poursuivre les efforts de la destination avec elle. Mais effectivement, tu as raison, on a un retour à de la simplicité et c'est hyper important. Juste sur les objectifs publicitaires, on reste sur des objectifs qui sont malheureusement encore un peu simplistes, mais qui sont néanmoins légitimes. Améliorer la notoriété, renvoyer du trafic et augmenter l'engagement. Bon. Nous, on aimerait que les gens aient la sensation de plus en plus de voir également qu'on peut vendre vraiment aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Nous, on remplit des avions, on remplit des hôtels grâce aux réseaux sociaux. Et à l'instar de Google AdWords aujourd'hui, sur des Facebook, sur du LinkedIn, sur de l'Instagram, on peut générer des leads, on peut générer des ventes. Donc voilà quelques exemples de publicité. Et on va terminer là-dessus sur d'abord des objectifs de recrutement. Donc là, toutes les destinations s'y sont mises, comme tu disais, après le confinement, il y a eu une ruée vers Sauvons l'été, donc beaucoup de publicités là, qui sont sorties. Donc on est sur un été très fort, très dense en publicité touristique, mais aussi sur une arrière-saison. Il y a un nombre de posts sur finissez l'été, allez c'est parti c'est l'automne, allez on prolonge l'été, etc. Notamment sur la commercialisation. Là, une publication de Dinan qui parle de l'automne, mais aussi de Center Parcs qui parle de l'automne. On est vraiment sur des forts budgets investis pour promouvoir cette saison-là. Et sur du multicanal, ça c'est assez important. Les publications que vous voyez, il y en a une qui est en stories à droite, il y en a une qui est sur Facebook au milieu, il y en a une qui est sur Instagram à gauche. Donc on est vraiment sur un écosystème qui n'est plus siloté, mais où on peut mettre un visuel qui va s'adapter à tous les formats et aller chercher les différentes clientèles sur les réseaux sociaux sur lesquels ils sont. Et ça, c'est vraiment extrêmement pratique. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de questions en cours là, en ce moment. Et du coup, on ne peut pas forcément répondre à tout. Par contre, juste après la conférence, je te propose d'aller en régie puis de répondre en fait, sur le fil de discussion directement aux gens. On peut en prendre une. Là, Alors, moi, j'en ai une double. Du coup, justement, tu nous as présenté l'exemple des bons élèves. Quelles sont justement les choses qu'il ne fallait absolument pas faire pendant la période de confinement et puis aussi pendant la juste période mai-juin de déconfinement? On en a un peu parlé, mais extrêmement attention à des prises de parole ostentatoires, luxuriantes, excessives, surpositives, suroptimistes. On n'est pas du tout dans une période où les gens sont prêts à avoir un excès d'optimisme. Donc on est dans la sobriété, on est dans l'authenticité, dans la douceur, dans le cocooning. Voilà. Et puis aussi ce qu'on appelle chez nous top-down, c'est-à-dire une prise de parole qui ne tient pas compte des attentes. Donc il y a le ton, d'une part, mais il y a aussi la stratégie. Et d'essayer de faire passer des messages qui sont purement promotionnels, purement commerciaux, où on voit très bien l'objectif marketing qu'il y a derrière et non pas la vraie raison d'être et le vrai sens, le vrai bienfait pour le client, ça ne marche pas du tout. Donc ça, c'est effectivement des choses qui sont à éviter, d'être très promotionnel et de ne pas s'inscrire dans le bienfait, dans le sens du client final. Donc, quelles sont les tendances qui sont survenues là pendant la période et qui vont pour toi perdurer dans les quelques années à venir? Alors, la complexification de la stratégie des contenus, ça, c'est quelque chose qui va de plus en plus, c'est-à-dire qu'on a un morcellement de l'attention, on a un morcellement des audiences, on a tous envie de quelque chose de très personnalisé, on a des réseaux sociaux qui vieillissent, qui augmentent en audience, mais qui vieillissent quand même,
Et donc, on est sur une complexification de la stratégie. Il n'y a plus des stratégies monolithiques. On est sur des lignes éditoriales qui sont de l'ordre de parfois 3, 4, 5 lignes éditoriales différentes pour aller chercher les différentes clientèles qu'on veut séduire. Parfois sur le même média social. Savoie Mont Blanc, par exemple, c'est parfois 4, 5, 6, 7 lignes éditoriales pour aller toucher les contemplatifs, pour aller toucher les randonneurs, pour aller toucher les familles. Et donc, à chaque fois, il y a des prises de parole dédiées. Ça, c'est effectivement une des grandes tendances autour de la production de contenu. Et ça fait appel à de nombreux leviers que sont l'écriture, la ligne éditoriale, la stratégie, mais aussi la réalisation de vidéos. La vidéo est au centre de tout ça. Et puis les publicités, le fameux levier publicitaire qui va permettre d'accélérer, d'aller toucher vraiment, d'aller chercher ces personnes-là. Donc ça, c'est ce qu'on voit là, c'est ce qu'ont fait ces marques-là. On a tous en souvenir la campagne de la Bretagne, mais voilà, c'est ce qui s'est passé cet été et je crois que ces marques-là ont compris. Merci Nicolas. Je t'invite à aller en régie pour répondre aux questions qui ont été posées assez nombreuses sur le sujet qui était très intéressant. Merci pour cette présentation des opportunités et tendances 2020 des réseaux sociaux. On se retrouve, nous, à 16h pour un retour d'expérience sur la promotion d'un circuit à vélo par des influenceurs avec Patricia Bretonnière et Laura Le Guen des Globe Blogueurs et Accueil Paysan. Voilà, on se retrouve tout de suite.